Sunderlight Production. Quand on parle de 8000 mètres et plus, on parle de la zone de la mort. Mais cette zone de la mort, je pense qu'on peut la mettre déjà à 7500 mètres. On est sur des altitudes où l'homme n'est pas capable de survivre. Il y a différents critères qui peuvent qualifier cette altitude, mais si on prend le sommet de l'Everest, c'est presque à 9000 mètres. Donc on est plus proche des avions que du bord de la mer. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Avant de nous plonger dans cet épisode, permettez-moi de vous partager 3 choses. Tout d'abord, un grand bravo à ceux qui sont devenus finishers sur Race Across France, mais aussi très prochainement sur Race Across Belgium, car je sais que vous êtes dans votre processus de préparation pour Race Across France. Donc un grand bravo à tous ceux qui ont franchi la ligne, mais aussi à ceux qui ont eu l'audace d'être sur la ligne de départ. Ensuite, un immense merci à cette formidable équipe qui m'entoure et sans qui rien ne serait possible. Grâce à cette équipe, des centaines de personnes se sentent aujourd'hui bien plus fortes, et cela pour le reste de leur vie, car devenir finisher ne se résume pas seulement à ce simple mot. Derrière se cachent des valeurs qui vous accompagnent pour la suite de votre vie, et sur lesquelles, parfois, il faudra prendre appui. Et enfin, permettez-moi de vous inciter à prendre le départ et à participer à la prochaine Race Across France by Van Rissel, mais sur la distance 200 km. Vous êtes nombreux à m'envoyer parfois certains messages m'expliquant que cette discipline est beaucoup trop exigeante ou les kilométrages est beaucoup trop important. Eh bien, nous avons créé un 200 km by night, la meilleure façon de découvrir l'ultracyclisme, car cette épreuve se déroulera entièrement de nuit avec un départ à 21h. 200 km by night sur Race Across France by Van Rissel. Rendez-vous sur la ligne de départ et sur le site raceacrossseries.com. Je suis avec Sophie Lavaux aujourd'hui. Bonjour Sophie. Bonjour Arnaud. Un grand merci de t'être rendue disponible pour nous partager ton parcours, ton expérience, tout ce que tu as pu vivre et les exploits que tu as pu réaliser. J'ai hâte de cette conversation. J'ai été vraiment très 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 heureux quand j'ai eu la confirmation de notre entretien parce que tout ce que tu as fait tout simplement déjà quand je sélectionne une personne pour passer sur le podcast, c'est que le projet moi m'enthousiasme énormément. Je trouve extraordinaire ce que la personne a réalisé. Donc quand j'ai su que j'allais avoir Sophie Lavaux sur le podcast Ultra Talk, j'étais ravi puisqu'on va parler aujourd'hui de ce que tu as réalisé, de ton parcours, qui est tout simplement incroyable. Pour moi qui n'ai jamais monté sur le moindre sommet, c'est que tu as gravi les 14 plus hauts sommets du monde, c'est-à-dire les 14 sommets au-delà de 8000 mètres. Alors après, on parlera aussi du fait d'être le premier, d'être la première, on en parlera, mais de ce que j'ai lu, c'était pas ta source principale de motivation. Mais avant toute chose, Sophie, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour les auditeurs et auditrices du podcast ? Alors, merci Arnaud pour ces termes élogieux. Effectivement, donc, je m'appelle Sophie Lavaux, je suis ce qu'on va appeler himalayiste, qui est une spécificité dans le grand monde des alpinistes. Et effectivement, donc j'ai cette particularité d'avoir réussi le Grand Chelem himalayen, à savoir les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Alors, quand tu dis une spécificité dans le monde de l'alpinisme, l'himalayisme, c'est-à-dire ? J'ai envie de dire que l'himalayisme, c'est une discipline dans la grande famille des sports de montagne qui est quand même vaste. Et pour distinguer un petit peu de l'alpinisme, parce que mon vrai terrain de jeu, c'est l'Himalaya. Et il y a quand même des petites nuances entre le fonctionnement et d'aborder un sommet dans les Alpes et d'aborder un sommet dans l'Himalaya. C'est pour ça que j'aime bien ce terme d'himalayiste. Très bien. Et puis, tu avais d'autres choses, je crois, dans ta présentation. Je t'ai un petit peu coupé dans ton déroulé. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur ta personnalité ?
Oh, alors sur ma personnalité, je peux dire plein de choses. Maintenant, c'est vrai que c'est un parcours un peu atypique parce que même si on a grandi avec un appartement dans la vallée de Chamonix quand on était enfant, donc sur les skis très jeunes, euh, il n'y a pas d'alpiniste dans ma famille. Et donc, c'est bien plus tard, avec des amis, que j'ai découvert le monde du piolet et crampon, si je puis dire ça comme ça. Et, euh, et j'aime bien partir de 2004, où j'ai réalisé l'ascension du Mont Blanc avec un ami sur un pari et qui avait le rêve de gravir ce Mont Blanc. Et, euh, et moi, je pense que ça a vraiment été le déclic de, de cette quête d'altitude qui m'a attirée pendant toutes les années qui ont suivi. Donc il y a 20 ans, hein. Il y a 20 ans, c'était le point de départ de ce parcours. Et tu as aujourd'hui 55 ans, hein, c'est ça, Sophie? C'est ça. Voilà, donc je positionne ça pour toutes les personnes qui écoutent le podcast, parce que je reçois énormément de messages régulièrement, de remerciements, mais aussi de questionnements. Et toutes les personnes qui ont aujourd'hui un certain âge et qui se disent c'est trop tard, je ne ferai rien, je ne pourrai pas réaliser moi aussi de grands projets. Bah, toi, ton point de départ, c'est à 35 ans. Et comme quoi, des rencontres, des idées, des déclencheurs peuvent arriver à tout moment de la vie. Donc c'est jamais... tout est possible, hein, je le dis souvent, mais il suffit de prendre une décision et ce que tu as fait toi, après ce moment magique en 2004. On va y revenir à cet enchaînement 2004, puis après 2012, le premier 8000, ce qui t'a amené jusqu'en juin 2023 à réaliser les 14 sommets au-delà de 8000. Mais j'ai juste quelques questions un petit peu avant sur ton parcours. J'ai lu que tu avais une triple nationalité. Donc française, suisse et canadienne. Comment tu expliques, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es trois nationalités? C'est de par tes parents, c'est tes lieux de résidence peut-être ou de travail, comment? Alors, d'origine, je suis française, mes parents sont français, mais mon papa a immigré au Canada. Euh, Ma maman, hôtesse de l'air à l'époque, qui voyage sur des Paris-Montréal, ils se rencontrent au Canada, se marient au Canada et naturalisés canadiens. Et donc, c'est comme ça que euh, j'obtiens la nationalité canadienne. Et quand ils sont rentrés en Europe, ils se sont installés en Suisse. Donc, avec mon frère, je suis née en Suisse et donc naturalisée suisse. C'est pour ça D'accord. que j'ai 3 passeports. 3 passeports. Et alors, quel était ton sport de prédilection petite? Est-ce qu'il y avait le sport qui était déjà dans ta vie, enfant, adolescente, adulte, en tout cas avant de ce premier Mont Blanc en 2004? Est-ce qu'il y avait un sport de prédilection, une compétition particulière, ou pas du tout? C'était juste du loisir? Oui, ma discipline, quand j'étais jeune, parce que j'ai commencé très jeune, c'était en fait la danse classique. Et j'avais j'ai eu cette passion que j'ai toujours, mais j'exerce plus depuis longtemps, mais du ballet. Et j'ai pratiqué donc la danse jusqu'à à peu près, j'ai fait 15 ans de danse classique à haut niveau. Et mon rêve d'enfant, c'était de devenir danseuse étoile. Et donc, sur les dernières années, j'ai concilié l'école avec des cours de danse intensifs où j'avais presque 15 heures par semaine, jusqu'au moment où j'ai eu des gros problèmes de dos et une péritonite qui s'invite à la fête. Et donc, j'ai loupé tous les examens d'entrée sur les auditions et donc j'ai été contrainte d'arrêter en fait. Donc, euh, donc je pense, euh, la difficulté et la discipline que demande et exige la danse classique euh, m'a aidée par la suite en Himalaya parce que je suis convaincue que ça forge le mental. Bah, j'allais faire la transition, hein. J'allais faire la transition avec cette discipline, ce sport très très exigeant où il faut une rigueur, une résilience, une abnégation. J'ai jamais pratiqué, mais de ce que j'ai pu lire, voir dans différentes interviews de danseuses étoiles, justement, c'est cette rigueur, hein, c'est cette rigueur,
cette motivation et forcément tu as fait un transfert probablement dupliqué par la frustration de cette blessure, de ne pouvoir d'avoir pu te présenter aux examens. Tout ça a dû être amplifié justement avec un transfert dans tes différentes aventures pour devenir himalayiste et réussir tout ce que tu as réussi, très probablement. Et ça laisse des traces, en tout cas, ça laisse un marqueur, forcément. Donc, je comprends un peu plus le parcours. Et puis, niveau professionnel, avant le Mont Blanc et probablement même un peu après, avant que tu ne te consacres qu'à ces projets et qu'à ces aventures, quel était ton métier? Quel diplôme as-tu obtenu? Alors, j'ai un parcours professionnel, on va dire, classique, hein. J'ai des études en commerce international et j'ai commencé à travailler à Genève dans l'hôtellerie. J'ai fait une douzaine d'années dans l'hôtellerie, après dans le luxe, la cosmétique, et ensuite j'ai dirigé avec mon frère une société dans le secteur de la finance, où on organisait des grosses conférences financières. Et, euh, et en fait, dans cette société, donc, on a été rattrapé par la crise économique de 2008, où notre business model s'est complètement écroulé. Euh, alors évidemment, hein, en parallèle, j'allais déjà en montagne, mais c'était en loisir, en vacances, où j'organisais mon temps, mes vacances pour aller grimper des sommets. Euh, mais c'est vraiment là la bascule. On a réussi à survivre un peu jusqu'en 2011 et on a décidé finalement, avec mon frère, de fermer l'entreprise. Et, et clairement, aujourd'hui, je dis merci la crise parce que le fait qu'on ferme l'entreprise, ça m'a donné du temps. Et, euh, et pour se consacrer à l'Himalaya, il faut du temps. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les Alpes, pour gravir un Mont Blanc, il faut 2 jours. Et pour gravir un 8000, il faut 2 mois minimum, sans compter la préparation et autres. Donc, durant toutes ces années, en parallèle de mon travail, euh, j'avais un petit peu gravi ces échelons entre les 4000 des Alpes. Après, je suis partie, j'ai gravi des 5000 mètres. Après, j'ai vu la barre des 6000, après 7000. Et donc, j'avais atteint déjà cette barre des 7000 mètres et là, je me disais, bon, ben là, j'ai plus de temps. Et donc, j'ai attendu d'avoir ce temps nécessaire pour tenter d'aller à 8000 mètres. C'est intéressant comme tu expliques ton parcours. On voit de quelque chose qui pourrait être négatif, en tout cas des moments difficiles. Toi, tu as réussi à en sortir des choses positives et avoir le côté, le bon côté, le bon côté de la chose pour pouvoir rebondir justement. Cette patience également, hein, de se dire, ben là, j'ai pas la fenêtre, mais le jour où j'ai la fenêtre, je le ferai. La fenêtre s'est présentée, donc tu t'es lancé effectivement dans cette quête de sommet. Mais c'est vrai que dans ton parcours, on voit que 2004 est important parce que tu l'as dit tout à l'heure quand tu t'es présenté, c'est là un petit peu que tout commence. Hein, c'est cette ascension du Mont Blanc avec un ami. Donc, explique-nous, est-ce que tu penses que ce Mont Blanc 2004 a été le déclencheur de ce que tu as réalisé, ou est-ce que c'est par la suite, est-ce que le projet s'est constitué au fil du temps? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que dès 2004, quand tu arrives au sommet du Mont Blanc, tu t'es dit waouh, c'est vers ça que je veux aller, je vais encore aller plus haut, ou est-ce que c'est avec le temps que les choses que l'histoire s'est écrite derrière? Parce que ton premier 8000 va arriver en 2012, donc plusieurs années après. Et comment ça s'est constitué, ce chemin? Non, mais c'est ça, je pense que c'est vraiment c'est un long chemin. C'est pas du tout prémédité. J'avais absolument aucune idée qu'un jour j'allais être au sommet de l'Everest dans ma vie. Ça, c'était vraiment pas du tout. C'était pas un objectif du tout. Euh, Par contre, ce qui est clair, c'est que j'ai aimé ce monde de l'altitude assez vite. Et donc, parce que aller toujours un peu plus haut, c'est organiser un vrai voyage, prendre son temps
c'est des opportunités formidables de voyager, de découvrir d'autres cultures. J'ai beaucoup été à une époque en Amérique du Sud parce que comme j'aime pas la période de Noël, Nouvel An et tout ça, donc je partais 3 semaines à cette époque-là et j'allais grimper des sommets en Amérique du Sud. Et, euh, et voilà, ça permet de découvrir comment on passe Noël en Bolivie ou comment on passe le Nouvel An en Patagonie. Oui, c'est des autres communautés, des autres cultures, effectivement. Oui, oui, oui. Alors c'est une combinaison de tout ça. Donc il y avait l'objectif de la montagne à gravir. Et à chaque fois, j'ai choisi quand même d'essayer d'aller un petit peu plus haut. Euh, et c'est comme ça qu'au fil des années, j'ai dépassé les 7 000 mètres. Et c'est vrai que dans cette quête d'altitude, à un moment, je me suis dit, bon, il faut peut-être que je tente, même si je pensais pas être capable. Vraiment, je pensais pas être capable d'aller à 8 000 mètres. Mais, et donc, c'est Et cette quand tu dis, opportunité en 2012 qui fait que j'ai dit, bon, ben, j'essaye. et quand tu dis, Sophie, ce monde de l'altitude, c'est quoi le monde de l'altitude? Est-ce que c'est à partir de 5 000? Est-ce que c'est à partir de 6 000? À quelle altitude tu mets vraiment une différence dans la discipline que tu pratiques? Avec ce monde que tu décris, le monde de l'altitude qui est si spécifique, c'est quoi le monde de l'altitude? C'est au-delà d'une telle altitude? Alors, il n'y a pas une barre vraiment très définie, c'est assez subjectif, mais ce qui est clair, c'est que plus on monte et plus la difficulté est exponentielle. Euh, Probablement combiné à ce monde de l'hypoxie. L'hypoxie, c'est le manque d'oxygène qui fait que ça altère nos capacités physiques, les capacités mentales, donc la prise de décision devient compliquée. Donc, l'hypoxie rend l'environnement hostile et très dangereux. Donc, où on met la barre, je ne sais pas. Mais je pense que déjà, le sommet du Mont Blanc, c'est de l'altitude, finalement. Euh, Après, quand on parle de 8 000 mètres et plus, on parle de la zone de la mort. Euh, mais cette zone de la mort, je pense qu'on peut la mettre déjà à 7 500 mètres. On est sur des altitudes où l'homme n'est pas capable de survivre. Donc, donc voilà, il y a différents critères hein, qui peuvent qualifier cette altitude, mais, euh, mais si on prend le sommet de l'Everest, hein, c'est presque un 9 000 mètres. Donc on est plus proche des avions que du bord de la mer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'est tout cet environnement. Euh, et j'aime aller en très haute altitude, malgré tout ce que ça implique, les risques et autres. C'est c'est cette spécificité vraiment là qui distingue quand même de la pratique de l'alpinisme dans les Alpes. Et c'est vrai que l'Everest, hein, le toit du monde, hein, qui, comme tu l'as dit, se rapproche plus des avions que de la mer. C'était en mai 2004, au moment où on enregistre. Nous sommes en mai. Est-ce que c'est l'ascension la plus marquante pour toi d'être sur le toit du monde, où tu as réussi par l'arête nord, hein, par le versant chinois? Est-ce que c'était un moment marquant pour toi, ou est-ce que parmi les autres sommets de 14 000, tous t'ont marqué, mais est-ce que l'Everest a une saveur, un souvenir particulier? Ouais, ben comme tu dis, l'Everest, c'est le point culminant de la planète. Donc forcément, quand tu as les 2 pieds posés au sommet de l'Everest, ça procure une sensation et une émotion très très particulière, où tu as un tout petit peu, comme je le dis dans le film, hein, on a fait un film avec François Damilano sur notre Exactement. ascension à l'Everest qui s'appelle On va marcher sur l'Everest. Je dis, tu as l'impression un tout petit peu et très modestement de rentrer un tout petit peu dans l'histoire. Hein. Euh, mais, euh,
Mais j'ai ressenti ça aussi quand je suis arrivée au sommet de l'Annapurna. L'Annapurna, premier 8000, toute cette histoire de la conquête himalayenne en particulier en France, Herzog, Lachenal, toutes ces histoires, on les connaît, ou enfin elles sont dans la conscience collective. Donc atteindre le sommet de l'Annapurna, pour d'autres raisons, c'est aussi quelque chose qui est un sommet marquant. Atteindre le sommet du K2, de par la réputation du K2, sa dangerosité, difficulté, c'est très très haut, c'est 8611 mètres. Euh, c'est, y a pas de joker sur le K2. La moindre erreur est fatale. Euh, voilà, c'est une vraie étape de franchie quand on arrive au sommet du K2. Et j'ai presque envie de préciser quand on est redescendu et qu'on est au pied de cette montagne, quelle qu'elle soit, parce que le sommet, euh, souvent, c'est pas forcément évident de savourer quand on est en haut, parce que bah, déjà, il y a tout cet environnement, il y a l'hypoxie, il y a tout ça, et puis il y a la préoccupation de la descente. Le sommet, c'est la moitié du chemin. C'est la question que j'allais te poser en fait. C'est quand on fait tous les grands sommets que tu nous as cités, il se passe quoi une fois qu'on arrive sur vraiment le point culminant, quoi, le sommet? Tu as un petit peu répondu à la question quelque part, mais on prend le temps de savourer, ou même si on est heureux d'avoir atteint le sommet, on n'a pas atteint l'objectif quelque part, parce que l'objectif il sera réalisé, il sera atteint quand tu seras redescendu et que tu seras en sécurité. Donc, quelles sont les émotions qu'on peut percevoir là-haut? Ben, voilà, le sommet, comme je viens de dire, c'est vraiment, c'est la moitié du chemin. Et très souvent, on a cette envie extrême de vouloir atteindre ce sommet. Donc, on va aller puiser dans les réserves, dans l'énergie, c'est des heures et des heures et des heures, hein, parce que la progression à ces altitudes est très, très lente. Et, euh, et donc, il faut pas tomber dans le piège de l'épuisement au sommet et garder de l'énergie pour la descente. Donc, il y a effectivement, malheureusement, beaucoup d'accidents à la descente, euh, de par justement cette mauvaise gestion de, de l'énergie. Donc, le sommet, oui, on savoure, ça reste que quelques minutes, hein. Faut bien se rendre compte de ça. Une expédition, c'est 2 mois planté sur la montagne, mais on reste que quelques minutes au sommet. Si le temps est clair, c'est des photos, c'est des vidéos, et puis un point GPS quand c'est possible, parce que aujourd'hui, il faut vraiment ramener la preuve du sommet. Euh, et puis voilà, il faut s'attaquer à la descente. Et alors la descente va être beaucoup plus rapide, hein, mais, euh, mais c'est vraiment quand on a atteint le camp de base, euh, soit tard dans la journée, ou parce qu'on attaque le sommet la veille toujours, hein, de ce qu'on appelle le summit push, et on va grimper toute la nuit pour être au sommet idéalement dans la matinée et avoir encore toute la journée pour redescendre. Donc on part en moyenne pour 24 heures d'ascension. Euh, et l'idée, c'est d'essayer de redescendre le plus bas possible sur un des camps d'altitude et idéalement jusqu'au camp de base, mais c'est évidemment pas toujours possible. C'est intéressant tout ce que tu dis, Sophie. J'avais dans mon fil conducteur de notre échange des questions, et tu y fais référence là dans ce que tu viens de m'expliquer sur la gestion d'une arrivée au sommet. Moi, ma question, c'était l'énergie. Tu parles de garder de l'énergie pour la descente. Alors, de par expérience, parce que j'ai déjà échangé avec des alpinistes, j'ai eu la chance également d'échanger avec Al-Sader Mackenzie, qui est ce jeune Français qui est lui aussi dans ce parcours d'atteindre les 14 plus hauts sommets, et qui a moins de 20 ans. On est déjà à 12. Ce qui est un véritable exploit. Et il y a cette notion de gestion de l'énergie. Donc toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui partent dans la montagne m'expliquent ça. Mais quel est toi comment tu pourrais l'expliquer, puisque vous pouvez
En termes d'hydratation, tout gèle, parce que tu as parlé effectivement de l'hypoxie, mais il y a aussi le grand froid. À ces altitudes, vous êtes probablement autour de moins 30, voire moins 40 parfois. Donc comment tu gères l'alimentation, l'hydratation et pour garder de l'énergie à la descente? Est-ce que ça passe par des bars? Est-ce que ça passe par, je sais pas, des amandes? Je ne saurais même pas, mais comment tu t'alimentes quand tu pars comme ça pour 24 heures d'ascension et derrière la redescente au camp de base pour gérer l'énergie, pour être suffisamment puissante, j'allais dire, pour faire pas après pas et surtout gérer ta descente? Hmm. Euh, c'est, c'est, c'est très complexe dans le sens où l'hypoxie altère complètement, modifie complètement ton métabolisme, hein. Ce qui veut dire que plus tu montes en altitude, moins tu as faim, la moindre odeur te donne envie de vomir, tu manges un petit cracker si tu n'as plus faim, il faut, euh, juste pour expliquer un tout petit peu, sur ces grandes montagnes, il y a en moyenne 3 ou 4 camps d'altitude. C'est-à-dire que la montagne est découpée en camps où on va dormir. On ne peut pas partir du camp de base et aller au sommet comme ça d'une traite. Euh, à part quelques performeurs qui arrivent à faire ça. Euh, il faut de toute façon, quelle que soit la pratique, être acclimaté. Donc, il faut passer du temps en altitude pour acclimater le corps. Et l'acclimatation, donc, passe par des nuits en très haute altitude pour que le corps puisse euh, produire ces fameux globules rouges supplémentaires qui vont permettre un tout petit peu de compenser le manque d'oxygène. Donc, c'est pour ça qu'on doit rester, c'est pour ça qu'une expédition, en moyenne, quand on n'est pas acclimaté, il faut compter 2 mois, parce qu'il y a en tout cas à peu près 3 semaines consacrées à l'acclimatation du corps. Et à partir de là, quand la météo le permet, donc il nous faut une fenêtre, ce qu'on appelle une fenêtre météo, euh, pour pouvoir tenter le sommet. Et donc, disons, s'il y a 3 camps d'altitude, on va aller au camp 1, on dort, au camp 2, on dort, au camp 3, et à partir du camp 3, on va partir sur le sommet. Et sur ces camps d'altitude, donc la gestion est toujours très, très complexe. Et euh, donc la priorité numéro 1, c'est ce qu'on appelle de faire de l'eau. Donc on a des petits réchauds et puis on fait fondre de la neige et comme on est en haute altitude, l'eau bout à 60, il faut à peu près une demi-heure pour faire 1 litre d'eau. Donc le temps consacré à faire de l'eau est à peu près l'activité première dans nos petites tentes en très haute altitude. Et après, il faut trouver quelque chose effectivement à manger. Et là, je pense que c'est vraiment l'expérience qui fait qu'on comprend qu'est-ce qu'on arrive à supporter là-haut, euh, sachant que je ne vais pas manger du tout la même chose quand je fais une course dans les Alpes que quand je vais en Himalaya. Euh, alors, avec l'expérience et les années, finalement, je mange de moins en moins. Il y a très très peu de choses qu'on arrive à manger au-dessus de 7 000 mètres. Donc il faut essayer de privilégier tout ce qui est à base de protéines pour faire un petit peu de carburant. Et donc, dans la nuit du sommet, quand on part pour le sommet, sur la majorité des sommets, même si j'en ai fait sans oxygène, la plupart des sommets, il y a quand même le masque à oxygène. Donc, dès l'instant où on veut s'hydrater ou s'alimenter, ça veut dire qu'il faut s'arrêter. Il faut trouver l'énergie pour retirer son sac à dos, ouvrir le sac à dos, ouvrir le thermos, retirer son masque, essayer de boire un petit peu et refaire la manip à l'envers. Donc, en gros, on repousse et finalement, dans ces heures et ces heures d'ascension, même si on a quelques petites noisettes ou quelques petites barres ou quelques petites gommes ou je ne sais quoi dans les poches, en fait, souvent, je me retrouve de retour au camp d'altitude et j'ai même pas ouvert la poche, quoi. Ça, c'est intéressant, cette gestion que tu nous expliques, cette expérience également. C'est très clairement la connaissance de soi. C'est comment est-ce qu'on fonctionne, de quoi on a besoin.
Et aventure après aventure, tu as pu justement bien calibrer tes apports et tes besoins. Mais il y a cette question d'hydratation également, parce que tout gèle là-haut. Est-ce que tu as réussi est-ce que tu pourrais estimer ce que tu bois sur une aventure comme ça quand tu es dans ce que vous appelez le summit push, c'est-à-dire on part pour accéder au sommet, et c'est des ascensions qui peuvent parfois durer 24 heures. Est-ce que tu as pu quantifier ton hydratation? Alors, dans le sac à dos, j'ai un thermos, plus dans ma combinaison en duvet, une petite bouteille de 500 ml qui est dans une des poches intérieures pour pas que ça gèle. Et c'est tout, c'est tout. Donc, en fait, on va complètement se déshydrater sur cette partie de l'ascension. Et donc, il faut vraiment prendre le temps à la descente de pouvoir refaire de l'eau dès qu'on a un réchaud et puis dès qu'on est dans une tente. Euh, Juste pour comprendre l'idée quand même, en préparation avant de partir, euh, l'idée c'est quand même de prendre du poids. Donc il faut faire des réserves. De faire des réserves, ok. J'essaie de prendre 4-5 kilos avant de partir sur les saisons du printemps. Et ce qui n'est pas forcément évident quand on est dans un processus d'entraînement et autres. Et le coach qui me suit, il me dit, tu es quand même la seule nana que j'entraîne qui a envie de grossir. Mais voilà, donc ça, c'est quand même de nouveau une spécificité liée à la très haute altitude. Et, euh, et sur une année en fait d'expédition, quand j'enchaîne les 3 saisons, c'est-à-dire le printemps, l'été et l'automne, je perds entre 6, 7, 8 kilos à peu près. Donc voilà, il ne faut pas se tromper. Et il y a également aussi un phénomène spécifique à cela qui est la fonte musculaire. Parce que le corps, il n'arrive pas à tout gérer quand il a un manque d'oxygène, donc il va un petit peu délaisser certaines parties et donc les muscles sont de moins en moins oxygénés et donc on a une fonte musculaire importante. Donc voilà, c'est cette combinaison de tout ça qui fait que la gestion de la nourriture là-haut, elle est quand même pas évidente. Et même avec toute Pas évidente, l'expérience, ouais. c'est pas gagné. Quand tu parles de l'oxygène, est-ce que toi, tu as réussi à déterminer ta limite en besoin? Est-ce que c'est au-delà de 7000, au-delà de 7005? Est-ce que tu as déjà fait un 8000, plus de 8000 sans oxygène? Est-ce que tu as réussi à déterminer la limite à laquelle c'était nécessaire pour toi de mettre le masque? Non, c'est pas une limite précise comme ça. En fait, mon fonctionnement avec Dawa Sangye, qui est donc le Sherpa avec qui j'ai fait les 12 dernières expéditions, donc qui est vraiment mon compagnon d'altitude et avec qui j'ai réussi 7 sommets. On a un fonctionnement très simple entre nous parce qu'on part sur le sommet tous les deux toujours. Hein, on progresse en binôme en Himalaya, donc c'est souvent un grimpeur, un Sherpa. Et donc, nous, on emmène, quels que soient les sommets, on n'emmène que 3 bouteilles d'oxygène, c'est-à-dire une pour moi, une pour lui et une de sécurité. Que souvent, c'est moi qui l'utilise. Mais c'est jamais en dessous du dernier camp d'altitude et c'est vraiment dans la nuit du sommet quand on en a besoin. Donc, on a un usage de l'oxygène très, 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 très limité. Mais qui est quand même une bonne sécurité. Et très souvent, j'ai pris de l'oxygène, non pas parce que j'étais épuisée ou que j'en avais besoin, mais pour le froid, pour la gestion du froid, parce que le fait de prendre de l'oxygène, même sur un litrage très très faible, va redynamiser un tout petit peu la circulation. Et durant toutes ces années, j'ai eu la hantise, moi, des gelures. J'ai une trouille bleue des gelures, donc j'ai parfois pris de l'oxygène parce que j'avais très très froid. Ouais, pour relancer un petit peu la mécanique humaine, hein, c'est-à-dire relancer le fonctionnement de la défense et de se réchauffer, hein, le moteur interne. Et la gestion du froid, justement, ces altitudes, c'est quoi? Vous êtes sur du moins 40, moins 45, pour avoir peut-être plus par moment? Oui, ça dépend des sommets. Ça dépend, ouais. Ça aussi, hein, c'est une vraie gestion. On en a parlé à plusieurs reprises sur le podcast, mais le froid dans ces températures-là, et comme tu l'as dit, dans ces altitudes-là où l'homme ne peut pas survivre, hein,
ne peut pas vivre. Tout simplement, c'est une gestion très très particulière et des engelures. Est-ce que même si c'est ta hantise, est-ce que tu as toujours réussi à t'en protéger? Alors, oui, parce que aujourd'hui, j'ai mes 10 doigts, j'ai mes 10 Tu as tes 10 orteils. doigts. J'ai jamais été évacuée et j'ai jamais été blessée sur un 8000. Donc, on va dire que c'est un succès. C'est un succès, exactement, exactement. Et puis, alors c'est vrai que tu as enchaîné hein, depuis, alors, il y a eu cette date du 2004, et puis après le premier sommet au-delà du 1000 en 2012, tu as tous les ans, je crois qu'il y a 2 années hein, où il n'y a pas eu de plus de 8000, mais tous les ans, tu as fait un, voire deux sommets. Donc ça pourrait être comme on le décrit comme ça, c'est effectivement un succès, une réussite, mais il y a quand même eu quelques fois où tu as dû refaire des sommets, et je fais le lien avec les fameux points GPS dont tu as parlé tout à l'heure. Tu as refait des sommets pour vraiment les valider. Et notamment, alors c'est pas le fait de les valider, mais il y a eu aussi une fois où sur le K2, tu as dû revenir en arrière pour y retourner un peu plus tard avec une avalanche. Donc comment tu gères comme ça alors, il y a cette notion de danger, hein, j'allais dire, on n'est pas du tout dans l'échec, puisque là, c'est une question de vie ou de mort, hein, de s'élancer sur des sommets comme ça, mais comment tu gères ces moments où, par exemple, sur le K2, une avalanche, donc, bah, tu es obligé de faire machine arrière pour revenir probablement des mois, voire plusieurs années derrière. Comment tu gères ça? Donc, j'ai réussi les 14 8000 en 11 ans euh, et 22 expéditions. Ce qui veut dire que effectivement, donc ça marche pas à tous les coups et c'est quand même dans les enseignements, je pense, une vraie école du renoncement. Et effectivement, donc sur plusieurs sommets, donc j'ai dû y retourner plusieurs fois. Alors il y a différents facteurs, hein. En 2015, sur le Makalu, c'est le tremblement de terre au Népal. Il y a effectivement cette grosse avalanche quand j'étais aussi sur les pentes du K2 avec François Damilano, où on a fait notre deuxième film qui s'appelle K2, une journée particulière. Et cette journée particulière, c'est quand on a une avalanche qui nous a balayé notre camp 3, qui a emporté tout le matériel qu'on avait déposé pour tenter le sommet. Et donc, on a été dans l'incapacité de continuer. Et, euh, et là, alors si on prend le côté négatif, oui, c'est un échec. Et puis si on prend le côté positif, eh ben, oui, on est en vie. Oui, c'est clair. Donc voilà, tout dépend comment on aborde ce renoncement. Le Kanchenjunga, qui est le troisième plus haut sommet de la Terre, j'y suis retournée 3 fois. Euh, et j'ai fait demi-tour la deuxième fois à 130 mètres sous le sommet. Euh, mais je pense que j'aurais persévéré, je ne serais pas là pour le raconter. Donc, c'est pas un échec. Dhaulagiri, 4 fois. Nanga Parbat, 2 fois. Donc, le fameux dernier sommet, à nouveau avec François Milano, ou avec notre dernier film qui va sortir là le 23 mai sur Canal+, qui s'appelle Le Dernier Sommet. Et voilà, donc tous ces échecs, hein, donc 22 expéditions, c'est c'est aussi une école de résilience et, euh, et ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Ouais, je fais le lien avec ta discipline de danse classique, hein, de résilience, de rigueur, de prise de décision. Et justement, sur les prises de décision, Sophie, euh, il y a cette notion, comme tu l'as dit, au-delà de 8000, c'est la zone de la mort, hein, comme vous la décrivez en tant que grand professionnel et spécialiste d'altitude. Quel est le lien, enfin, quel est ton regard ou comment tu t'exprimes sur ça, justement, la relation avec le danger, avec la mort, avec les éléments extérieurs qui peuvent être les avalanches que tu ne maîtrises pas. Moi, j'ai beaucoup échangé sur ça, notamment avec les navigateurs qui comme vous, hein, vous allez dans des zones où l'être humain n'est pas forcément attendu. Et à un moment donné, quand tu rentres dans une certaine zone, quand tu fais de la voile et notamment des tours du monde sur des Vendée Globe, tu sais que quand tu rentres dans cette zone-là, passer cette zone, ça va être compliqué si t'arrive quoi que ce soit. Et donc, il y a cette relation avec la mort. Quel est ton mindset par rapport à ça? Ben, faut être réaliste. Quand on part sur un 8000, le risque zéro n'existe pas.
Donc, il faut être conscient des risques qu'on prend. C'est vrai que moi, avec les années et l'expérience, j'ai de plus en plus peur des crevasses, des avalanches, du brouillard, enfin de tous ces éléments qui sont des pièges sur ces grandes montagnes hyper dangereuses. Donc, une façon un tout petit peu d'essayer de minimiser un tout petit peu ces risques, pour moi, passe par l'équipe, passe par les gens qui m'entourent, passe par Yann Gizendaner, qui est mon météorologue, qui est basé à Chamonix, qui m'envoie les bulletins météo quotidiens et, euh, et qui est vraiment un gage de sécurité si on part avec une prévision fiable. C'est aussi Dawa Sangé Sherpa qui le fait d'avoir partagé autant d'expéditions, on se connaît très très bien, on a cette complémentarité qui est évidemment aussi un gage de sécurité. C'est la préparation en amont, c'est l'agence logistique avec laquelle je vais travailler. J'ai travaillé pendant des années là, avec Seven Summit Trek, qui est une agence népalaise. Je connais le staff qui va être au camp de base, je connais les cuisiniers qui vont nous faire de la bonne cuisine. Euh, voilà, tout ça, Ça, c'est c'est pour important, hein. moi une vraie Ouais, réussite d'équipe. ouais, c'est important ce que tu dis. D'ailleurs, tu interviens en entreprise, hein, pour partager justement ce que tu fais, mais aussi faire le lien, faire le parallèle entre ce que tu fais justement, la discipline et les exploits que tu réalises en équipe, avec ton équipe justement, et tu fais le parallèle avec la réussite en entreprise et de comment peuvent s'articuler les différents services d'une entreprise qui mènent à la réussite de celle-ci. Ouais, parce que je pars un petit peu du postulat qui est que un, un manager seul, il va aller nulle part. Et il a besoin d'équipes et il a besoin de bonnes équipes pour réussir. Et c'est ensemble que l'objectif va pouvoir être atteint avec chacun sa discipline et c'est vraiment la complémentarité des compétences qui va faire qu'ensemble, on va atteindre l'objectif et arriver au sommet. Exactement, exactement. Et tu es également ambassadrice pour Terre des Hommes, hein, c'est bien cela? Oui, tout à fait, oui. Oui. Terre des Hommes, c'est une grosse ONG suisse qui fait de l'aide à l'enfance et qui a des projets dans beaucoup de pays, notamment au Népal. Et mon rôle est, j'essaye en tout cas de mettre en lumière certains projets euh, pour leur donner de la visibilité et faire comprendre un petit peu les problématiques et les difficultés rencontrées dans ces pays. Et moi, je passe tellement de temps au Népal, c'est un peu ma deuxième maison, que je pense nécessaire de consacrer un petit peu de temps à la population et parce que j'en retire beaucoup de bonheur. Donc, c'est un petit peu légitime de rendre un tout petit peu à tous ces gens que j'aime beaucoup. Bon, voilà, je voulais vraiment t'entendre sur ça. Je voulais que tu mettes en avant également parce que c'est important, comme tu l'as dit. Et puis, je sais que tu es très occupée, Sophie. J'ai encore deux questions pour toi. La première, c'est quelles ont été les émotions le 26 juin dernier, donc non, tu franchis pas une ligne d'arrivée, mais quand tu arrives au sommet, mais c'est aussi probablement quand tu arrives au camp de base. En tout cas, quelle a été l'émotion quand ce 14e sommet a été atteint, quand cette 14e aventure a été finalisée avec une mise en sécurité, donc le Nanga Parbat, le 26 juin dernier. Est-ce que l'émotion peut être comparable à ton premier sommet il y a 20 ans, qui était le Mont Blanc? Alors, tu sais quoi, j'ai envie de dire, il faut voir le film Sophie Lavaux, Le Dernier Sommet, pour comprendre ce qui s'est passé sur ce fameux Nanga Parbat le 26 juin dernier. Et parce que le film de François est vraiment très réussi. On a vraiment des retours et c'est vraiment ça, la trame de ce film. Donc, j'ai presque envie de laisser ça un petit peu en suspens En suspens. pour vous donner envie d'aller tous voir ce film. Ah, c'est clair.
C'est clair. En tout cas, on ne l'a pas dit, mais il y a beaucoup de records à travers tout ce que tu as réalisé. Hein. Je sais que ce n'était pas le moteur, parce que je l'ai lu dans les différentes interviews, ce n'était pas ton moteur de faire ces 14 sommets pour être le premier Suisse, Français ou Canadien, ou la première, mais c'était vraiment l'envie d'aller chercher des émotions et de remonter en altitude, comme tu l'as dit. Et puis ma dernière question, Sophie, tu sais, dans mes différents podcasts depuis maintenant bientôt 6 ans, au moment où on enregistre, on a sorti plus de 300 épisodes, je parle souvent du café d'après. C'est-à-dire quand tu fais ce genre d'exploit, d'aventure, d'aventure engagée, où ça peut être parfois une question de vie ou de mort, comment est-ce que tu vis le café d'après ? C'est-à-dire le café d'après, pour moi, c'est quand tu es posé à une terrasse ensoleillée, que l'aventure a été terminée, que l'aventure a été réussie. Quelles sont les émotions qui te traversent à ce moment-là ? Avec qui tu partages ce moment-là ? Est-ce que tu peux nous décrire ça ? Est-ce que tu y a un moment donné où, à un moment donné, tu redescends, c'est le cas de dire, mais où tu te poses et tu as un regard sur ce que tu viens de réaliser ? Le 26 juin 2023, c'est encore récent, j'ai envie de dire. On est à moins d'une année. Tu es toujours un petit peu là-haut, en fait. Cette redescente, elle est pas encore effectuée, j'ai envie de dire, parce que là, je suis vraiment encore dans l'émotion, je savoure. J'ai reçu de la part du gouvernement français la distinction de chevalier de l'Ordre national du mérite, où on va faire la cérémonie bientôt. Il y a ce film, il y a le livre, il y a tout ça. Donc, je me laisse un petit peu porter par tous ces événements. Par contre, c'est assez clair pour moi que d'aller à 8000 mètres, c'est un livre que j'ai envie de refermer. Mais je me connais, j'en ai déjà ouvert un nouveau. C'est aussi assez clair que je ne vais pas arrêter de grimper parce que j'ai fini les 14 000. Donc, je vais continuer à pratiquer parce que j'aime ça, tout simplement. C'est une discipline c'est ma passion et voilà, ça ouvre l'opportunité et ça ouvre le champ des possibles. Et de nouveau, je vais continuer à aller en Himalaya parce que, comme je le disais tout à l'heure, le Népal, c'est un petit peu ma deuxième maison et je ne peux pas concevoir de ne pas y retourner. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont déjà en cours, ou comme tu l'as dit, tu préfères déjà continuer sur ce chapitre en cours avant de le refermer pour définitivement te plonger dans un autre ? Tu es dans une phase un peu de transfert, là, c'est ça ? Je suis dans un projet un petit peu transitoire dans le sens où je voulais terminer ce que j'avais commencé avant mes 14, c'est-à-dire le challenge qu'on appelle des 7 Summits, qui est de gravir les points culminants de chaque continent. Donc, c'est pour ça que j'étais en Antarctique en janvier, je vais en Alaska au mois de juin, etc. Donc, ça, en plus de tout le reste, ça m'occupe un petit peu sur 2024. Donc, le calendrier est bien chargé. Le calendrier est bien chargé. C'est tant mieux. En tout cas, Sophie, voilà, je sais que tu es très occupée, tu as des rendez-vous qui s'enchaînent. Un grand merci pour ta disponibilité, pour ce superbe récit très inspirant. On attend bien évidemment la sortie sur Canal très prochainement de ce documentaire. Et puis, je te souhaite tout le meilleur pour cette année 2024 avec les projets qui t'attendent, mais aussi pour la suite. Et on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Un grand merci, Sophie, pour ta disponibilité et ton parcours. Un grand bravo. Merci, Arnaud. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.